on va parler de validation. Comme je le disais, on va se le faire comme d'hab, en 3 étapes, etc. Vous nous interrompez dans le chat quand vous voulez, évidemment. Si c'est clair, si c'est pas clair, vous nous le dites, vous nous posez des questions, vous mettez des anecdotes, des blagues. On est là pour ça, évidemment. Donc, l'annexe 15, qui s'appelle le qualif valide, en fait, hein. Facile. tout Jusque-là, simplement. ça va, qualification et validation. On rappelle vite fait quand même qu'est-ce que c'est que la qualification et quelle est la différence entre qualification et validation. Ludo, vas-y. Je vais redire la même chose que j'avais dit lors du live de la qualif. Ouais. En gros, la qualif, tu vas qualifier des équipements, des locaux, des systèmes informatiques. Système informatique et validation du système à mais l'annexe 11, mais sur le papier, ça ressemble plus à une qualif généralement. Là. plus, oui, parce Ah. que oui, un Oui, peu parce que plus, en c'est plus, vrai. on avait déjà parlé de ça. je me Ouais. rappelle. Oui. On va avoir, donc ça, c'est apparemment la partie qualif, c'est que tu vas maîtriser la variabilité équipement Ouais. ou de ton local, ou etc., etc. On va même dire qu'on qualifie les opérateurs. Ouais, on peut dire Donc on ça. fait ça en amont de la validation. Et puis la validation, c'est on va tester le process. Donc là, c'est plus que l'équipement. C'est l'équipement dans le contexte, avec les opérateurs, avec les composants qu'il faut, etc., etc. Et du coup, ça va être vérifier que toutes les variabilités qu'on a réussi à maîtriser pendant la qualif ne vont pas s'accumuler lors de la validation et qui pourraient générer des non-conformités. Voilà comment moi je me représente la valide. Bah, je pense que c'est pas mal. Alors là, franchement, on n'est pas loin d'être là-dedans, hein. On n'est pas loin d'être là-dedans. Comme on disait, pour résumer, comme tu dis, on qualifie des équipements pour démontrer enfin, ils font ce pourquoi on les a achetés, en gros, quoi. Et on va valider un procédé. Sachant qu'un procédé, on n'arrête pas d'en parler. Et ça, je me suis fait la réflexion dans des formations que j'ai fait il y a peu de temps. Le procédé ou le process de fabrication de ce que vous voulez, bah, on ne l'a jamais vraiment défini, en fait. C'est vrai. Et comment on définit un procédé de façon très basique? Pour moi, un procédé, c'est des étapes de quelque chose. C'est des étapes qui s'enchaînent et qu'on pourrait, on va dire, résumer par des verbes d'action avec un point d'entrée, un point de sortie. Par exemple, je rentre des matières, je fais de la formulation ou alors de la granulation, de la compression. Ben, les étapes, ils vont eux-mêmes utiliser des équipements. Ces étapes, mises bout à bout, on rentre des matières premières, des excipients, on sort un comprimé. Tout ça, ça fait un procédé. Donc pour moi, un procédé, c'est un enchaînement de verbes d'action qui te transforme quelque chose d'un état A à un état B. Et quand on valide un procédé, on valide en fait toujours les mêmes actions faites dans le même ordre, avec la même quantité en entrée et la même quantité en sortie. Alors, à quelques variations À peu près, près, en tout cas. Ouais. mais voilà, je suis d'accord avec toi, le procédé ou process, c'est un enchaînement d'étapes. Une fois que tu as validé, tu vas pas changer une étape au milieu, quoi. Ben non, parce que du coup, tu changerais ton procédé, et donc du coup, vu que tu Sortirais l'as du scope validé, et tu aurais un impact sur l'état validé, puisque finalement, la validation, ça n'est ni plus ni moins que de se dire cet enchaînement d'étapes que je veux valider, donc ça veut dire le valider, c'est-à-dire démontrer la reproductibilité. Voilà, donc c'est-à-dire quand je fais mes 3 étapes, bah, j'ai mon comprimé à la fin, il est toujours plus ou moins conforme quand même, quoi, avec des variabilités. Et fatalement, pour valider ce procédé qui va à la fin nous donner un produit, il faut utiliser des équipements qualifiés. Et là, je rejoins ta définition qui dit, C'est bah, une définition personnelle. qui était bien. Hein, Non, elle est pas mal, c'est bien. Et sur un équipement qualifié, tu peux avoir plusieurs process validés. Voilà, ton process validé peut utiliser plusieurs. Par ton équipement qualifié, tu peux avoir plusieurs procédés qui l'utilisent. Mais dans tous les cas, quand tu as un procédé que tu cherches à valider, il va falloir à la base commencer par qualifier les équipements. Oui. Parce qu'on ne peut pas valider un procédé sur des équipements qui ne sont pas qualifiés. D'ailleurs, c'est indiqué dans l'annexe 15. C'est mort. implicite. C'est implicite, ça ne peut pas. Alors, sous-entendu on connaît le produit, on a fait la conception, on a qualifié les équipements, et là, voilà, on s'attaque à la validation. D'ailleurs, l'annexe 15 est bien faite. Elle commence par la qualification, puis elle arrive à la validation. Il y a une vraie logique. Les gens ont réfléchi quand même. Quand ils l'ont écrit. Là-dessus, ils ont réfléchi. C'est ça. Vite valide, beaucoup moins. C'est ça. Non, mais elle est plutôt bien faite, celle-là. Donc, qualif valide, forcément, on commence par la qualif. Et ensuite, la validation. Alors oui, dans l'annexe 15 aussi, et on le dira, je le dis tout de suite, et on va l'évacuer tout de suite, c'est aussi une annexe dans laquelle donc on vous parle de qualif, on vous parle de valide, et on vous parle aussi d'un processus qu'en général, les gens adorent.
dans les systèmes qualité, tout ça, qui s'appelle la maîtrise des modifications ou change control. En général, c'est un des process et des systèmes qualité que les gens préfèrent le plus, qui est facile à utiliser, qui est simple, qui est pas lourd. C'est le change control. On aime ça, quoi. C'est vraiment quand quelqu'un dit tiens, on va faire un change control, en général, on dit ah oui, bonne idée, Ah, très super, bonne idée. Tiens, vas-y, faisons ça. faisons ça et allons boire un coup ensemble. Non, le change control, donc la maîtrise des modifs, c'est pas une annexe spécifique, elle est un peu abordée à droite à gauche, mais elle est essentiellement décrite dans la qualif valide. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi on a mis ça là-dedans et pas dans la prod ou dans autre chose? Bah, parce que en fait, un changement, quand tu fais un changement, ça peut avoir un impact sur ton système validé, enfin sur ton process validé. Et donc, maîtrise des changements implique que quand tu t'évalues un changement, en fait, tu évalues aussi si ça modifie ton état validé et est-ce que tu dois potentiellement refaire une validation derrière. Exactement. C'est parce qu'un des principaux impacts qu'on cherche à déterminer lors des maîtrises des modifications de change control, ce qu'on cherche à maîtriser, c'est justement l'impact sur l'état validé. D'où le fait qu'ils l'ont mis ensemble. Pour autant, dans les changes, vous faites aussi des évaluations d'impact sur le réglementaire, sur les procédures, sur les formations, sur machin. Mais quand même, le cœur du truc, s'il y en a un à pas oublier, c'est est-ce que votre validation. changement il va impacter votre validation de process et du coup introduire une variabilité qui va vous donner un produit qui potentiellement n'est pas conforme. Oui. Donc Oui. c'est pour ça qu'on l'a mis dedans. Il y a aussi une logique. Dans l'introduction de l'annexe 15, on vous dit que, et comme tu l'as dit Ludo, on peut valider des systèmes informatisés ou les qualifier. Le delta n'est pas très très évident. Néanmoins, c'est tellement quelque chose de particulier qu'il y a une annexe spécifique. Et on vous dit dans l'annexe 15, vous devez valider vos procédés, etc. Vous devez valider aussi vos systèmes informatisés. Enfin, ceux qui sont utilisés pour la fabrication des médicaments. Validez pas le système informatisé qui rend la monnaie à la machine à café. Mais cependant, toute l'annexe 15 et les concepts qui vont avec sont adaptés au système informatisé. Mais en plus, vous devez être conforme à l'annexe 11 qui s'appelle validation des systèmes informatisés. Et là, du coup, ça vous définit un peu plus pourquoi un système informatisé, on le valide. Au final, on s'en fout qu'on le qualifie, Oui. on valide, mais c'est surtout qu'il y a quand même Ouais. tout un tas de figures imposées sur l'infrastructure, le côté logiciel du truc qui fait que c'est quand même un peu particulier, quoi. Je suis vois. d'accord avec Clap. C'est quand même plus une qualif qu'une valide. Oui, au final, c'est plus une qualif parce que même si on pourrait se dire ton système informatisé, il va être le reflet d'un processus style ERP, tu vois. Donc bon, et on est dans un niveau de philo là qui est Oui. peu importe. Ouais, Tu vois, petite parenthèse sur la VSI, la validation des systèmes informatisés, des fois ça peut prendre des formes qu'on n'imagine pas. Et j'ai un exemple en tête, c'est mise en place d'un système de gestion documentaire informatisé, donc, qui fait que quand on imprime une procédure, il y a un filigrane qui apparaît. Ouais. Et ce filigrane, quand tu photocopies, il n'apparaît plus, ce qui Oui. permet de différencier un original d'un non original. Bah, du coup, se pose la question de est-ce qu'on doit qualifier les imprimantes? Alors, qualifier, valider, du coup, vient la discussion, mais Waouh. tu vois, donc, comme quoi, des fois, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se demander est-ce qu'on qualifie, est-ce qu'on valide, est-ce que c'est de la VSI, est-ce que ce n'est pas. Mais fort heureusement, ce n'est pas le sujet de ce soir, la qualification des imprimantes. Non, et c'est compliqué, hein, faut dire. Enfin, moi, je reste quand même persuadé, même pour ces sujets-là qui sont un peu philo, encore une fois, qu'il faut rester pragmatique et simple. Si à un moment donné, on passe plus de temps à se poser la question s'il faut valider un truc que ce qu'on ferait pour le valider, typiquement les imprimantes, c'est qu'il faut mieux pas le faire, hein. Moi, je partirais sur l'option feignasse, hein. Parce que non, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, les systèmes informatisés, leur petite annexe à eux, si vous voulez vous amuser, qui est l'annexe 11. Deux petites choses qui sont dans les généralités également, avant de faire juste le débrief rapide des étapes de qualif et de rentrer dans la validation, c'est qu'on vous le dit dans les généralités de l'annexe 15, et vous allez nous dire, QP Pharma, vous êtes gentil, mais vous nous le sortez à chaque truc. Qu'est-ce qu'on doit appliquer comme approche tout au long du cycle de vie de médicaments, d'après vous? Les principes de La maîtrise du risque. gestion du risque, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Donc, c'est pour... Ça, tu nous le dis à chaque live. Hein. Oh bah putain, il est chiant, lui, il nous en parle tout le temps des risques. Il faudra qu'on fasse un live sur les risques aussi. Spécifique, quoi, un ou deux ou trois. Donc, toute la gestion du risque qualité doit s'appliquer tout au long du cycle de vie du médicament. Et tout au long du cycle de vie du médicament, ça veut dire que quand on valide un procédé, il va falloir... c'est un petit teaser pour la suite de l'annexe, en fait.
va falloir pas s'endormir sur ses lauriers tout au long de la prod, quoi. C'est pas parce que c'est bon un jour que c'est bon toujours, quoi. T'as validé dans les années 70, tu t'en sers encore aujourd'hui sans avoir vérifié entre deux. Est-ce que ça marche toujours aussi bien que dans les années 70? Mmh. Je pense qu'il y aurait le coup peut-être de se remettre un petit coup quand même, de jeter un œil, quoi. D'aller, On risque d'avoir des surprises. Alors, sachant que dans les années 70, l'annexe 15 n'existait pas. Donc pas sûr que la valide à l'époque respecte les principes de Voilà. l'annexe 15 du coup. Mais mettons par exemple, Flo, que tu te retrouves avec. Tu as des machines qui ont été forgées dans les années 50, très solides, et que tu fabriques un médicament depuis les années 70, que du coup, tu n'as pas validé le procédé. Il n'y avait pas de BPF. C'est très facile, Christophe. Et tu te dis en 2024, vois qu'est-ce que venir. tu ferais? Tiens, maintenant, faut valider le process. Eh bien, je n'ai pas besoin parce que j'ai déjà des années de données que je peux compiler et ensuite faire une validation rétrospective, n'est-ce pas? Bien entendu, très bonne pratique, la validation rétrospective. Non, alors. La miniature YouTube. Le jeu d'acteur. quoi. Waouh. Attends, il est combien là? C'est juste après l'approche de gestion de risque qualité. 06, faut que je le note. Attends, je vais faire un screenshot pour l'avoir en Même pas miniature. préparé. C'est-à-dire qu'il est formellement interdit de réaliser des validations rétrospectives. C'est-à-dire qu'en 2024, oui, les BPF, ils n'existaient pas dans les années 60, mais dans tous les cas, en 2024, vous devez avoir une approche de validation, on va en parler après, traditionnelle, mais dans tous les cas, prospective. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire... je fais comme si tout va bien, ou j'ai un vieux process, et puis je verrai plus tard pour le valider. Et quand j'aurai généré des données, parce que je libère des lots et qu'au final je me rends compte que je tue pas grand monde, il n'y a pas l'air d'avoir trop de morts sur le marché, je considérerais que mon produit il est validé, que mon process est validé. Et j'ai pas de réclamation, tout va bien. Voilà, donc bon, j'exagère en gros, mais ça a été encore le cas forcément quand on a introduit les annexes, notamment l'annexe 15. Les gens n'avaient pas encore de validation et on leur a dit il faut essayer de démontrer que votre process il est quand même robuste et qu'il est reproductible. Là, à cette époque-là, on faisait des validations rétrospectives, mais pour tout nouveau procédé, pour nouvel équipement qu'on va acheter, qu'on va qualifier, ou pour tout nouveau produit, c'est hors de question de faire une validation rétrospective. À l'époque, ça marchait. Ça a été toléré jusqu'à la dernière mise à jour. Enfin, toléré, c'était jamais une bonne pratique vraiment, mais toléré jusqu'à la dernière mise à jour de l'annexe 15 il y a quelques années, il y a peut-être 7-8 ans, je n'ai pas regardé, j'avoue. Maintenant, c'est mort. Maintenant, c'est écrit C'est tel quel écrit que ce n'est pas direct. une approche acceptable. Dans les généralités, au début, donc c'est même pas. Il y a moyen de moyenner, non, c'est marqué. C'est pas considéré comme une approche acceptable. Donc, voilà, ce sera de la validation prospective dont on va parler juste après. 2-3 petits trucs aussi qu'on n'avait pas dit lors de la qualif d'ailleurs. Et qu'il faut dire, c'est-à-dire que la qualif valide, ok, vous avez qualifié vos équipements, vous allez valider vos procédés. Mais donc, tout ça, ça s'organise. C'est-à-dire qu'on vous demande que cette qualification et cette validation dans l'année soient planifiées. On ne vous dit pas, genre, je sais pas, vous avez besoin d'acheter 3 équipements, quand on a besoin, tu les achètes, tu les qualifies, etc. Tout va bien. Non, on vous demande dans les BPF, ça veut dire que c'est la loi, je rappelle, BPF, c'est gouvernemental, la NSM, tout ça, hop, colonel. On vous dit, il faut planifier tout ça. Il faut le planifier dans ce qu'on appelle un plan directeur de validation. T'as déjà vu, Ludo, un plan directeur de validation? On va aller complètement ce que c'est. Complètement. T'as déjà vu un plan directeur de validation? J'ai déjà vu une ébauche. Une ébauche, alors c'est un truc, oui. C'est balèze. Hein. C'est pas évident. Mais bon, le Validation Master Plan, merci Flinch. Le VMP. Le VMP, le PDV dans les BPF, c'est la même chose, tout ça. C'est-à-dire que... Et alors, pourquoi pour la validation? Parce que vous allez dire, mais attends, on fait pas un Production Master... Si, on fait un Production Master Plan. C'est-à-dire combien on va faire de l'eau à l'année? Non, mais c'est parce que du coup, on se dit... le vrai cœur du truc, on va pas aller dans le détail de tout ce qu'il faut mettre dans un VMP et compagnie, mais il va falloir qu'on prévoie tout ce qu'on va faire au cours de l'année, parce que mine de rien, qualifier les équipements, valider des procédés, c'est des principes de gestion du risque qualité, etc., qu'il va falloir, ça coûte des sous. Il va falloir mettre des ressources en face. Et donc, vu que pour mettre des ressources adaptées, ce que vous demandent les BPF pour gérer des produits de bonne qualité, dont la qualif valide, fait partie, il va falloir le planifier un peu à l'avance pour se dire, ok, bon, cette année, j'ai 4 lignes de remplissage, 3 mireuses et 2 conditionnements, et la validation, ils sont 2. Ça passe pas. Ouais, tu dois avoir un peu de budget quand même là-dedans. Faut qu'il y ait un peu de budget. En fait, c'est une Sinon, adéquation. c'est une source de déviation. Ouais.
et de points critiques en inspection. Et clairement. Et le plan de validation, et c'est censé être aussi un point d'entrée des revues annuelles qualité, par Il exemple. y a Mine Alouette qui nous dit très casse-couille à le rédiger. Mais Oui, grave. carrément. Alors, je vous passe les détails, mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans le PDV? Il y a tout un tas de trucs avec tous les projets. Il y a tout un milliard de trucs. Vous devez mettre votre liste de projets, l'état qualifié de tous vos équipements de l'usine, etc., etc. Donc, c'est très casse-bonbon à rédiger. Mais encore une fois, encore maintenant, il y a même des sites qui ne le font pas, hein, ou des ébauches, des trucs comme ça, parce que tu as toute la liste de courses. Mais en fait, le vrai cœur du validation de master plan, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire cette année et quels sont les moyens que je vais y allouer, en fait. C'est ça le vrai truc. Et on pourrait limite se garder que ça, hein, finalement, quoi. Mais c'est aussi un point d'entrée pour les inspections et tout. Et oui, Tiens, faites-moi voir votre liste des états validés de vos c'est équipements. un classique maintenant. Je ne veux Ouais, pas dire bah. que c'est systématique, mais Ouais, t'es pas obligé. loin, non? C'est obligé, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un bordel, quoi. Puis l'avantage ou le désavantage du VMP, je ne sais pas, mais en tout cas, l'un des objectifs du document, c'est en fait de mettre en lumière ce qui n'est pas validé Mm. et potentiellement de pouvoir préparer les actions en face. Comme ça, quand vous faites auditer, inspecter, vous dites oui, monsieur inspecteur, voilà, ça, c'est pas validé, je le sais. Et j'ai commencé à y travailler et j'ai un Plan protocole d'action. qui est déjà rédigé ou un truc, la validation qui est planifiée dans 3 mois parce qu'entre deux, il n'y a pas de Oui. lot ou ce genre de Tout au choses. moins, tu ne te fais pas avoir pour. Tu ne sais pas tes faiblesses. Voilà, c'est ça. Tu les fais, tu les connais, Et tu et travailles du à coup, les tu régler. travailles avec gestion de risque. Mm. Est-ce que dans Exactement. le VMP, il y a un peu de gestion de risque dans la Ah oui. définition de ce qu'on fait? Alors, non, mais par contre, on te dit que... Ah, merde. Non, pas exactement. Zut, Mais, je pensais être intelligent sur ce coup-là, mais. Mais bon, si, bah, enfin si, il y a forcément... allez, hop, parce je que- change de caméra, je vais faire de dos. Non, mais parce que l'approche de la gestion de risque, tu l'as du début à la fin, tu dois l'avoir forcément Ah. dans ton truc. Il y a un truc que, du coup, tu as fait une transition sans faire exprès, Ah ouais mais sur la gestion du risque qualité, Talent. qui n'est pas forcément dans le plan de validation en toutes lettres, mais forcément qu'il fasse partie de ça. Non seulement il faut une approche de gestion du risque qualité, mais en plus, on te dit explicitement un truc que je trouve ultra intelligent. Je te dis, je l'aime bien là, avec ce cas. Ah, je vois ça. Hein. Ah ouais. C'est que la C'est gestion qu'il du a écrit, risque ou- qualité, elle doit faire partie tout au long de son processus, mais surtout, Tu veux pas nous faire des lectures de en ASMR de l'annexe alors, Ah, putain, Vas-y, j'arrête de te couper. un là. livre audio de Christophe qui lit les qui lit BPF. les BPF. Non, mais alors l'index Certains l'ont fait. mais- Oui, c'est particulièrement. Non, mais c'est qu'en gros, c'est marqué, plus tu accrois ta connaissance et l'expérience que tu as au travers de tous les changements, du développement, de la prod commerciale, plus tu avances et plus tu connais des choses sur ton process, plus tu dois réévaluer ton approche de gestion de risque parce que forcément, ton risque, il évolue. Et en fait, de quoi dire, comment dire, parce que vous allez valider et que vous avez maîtrisé votre truc, vous allez tellement mieux connaître votre process qu'à un moment donné, votre risque, il va devenir, il va baisser, parce que logiquement, tu connais plus ton truc, tu connais mieux ton process, tu maîtrises mieux, ton risque baisse, et à la fin, tu es tranquille. Grosso modo, fais un VMP, mets des efforts, mets du pognon, valide proprement, et après, Tu t'en balèques. mais après, tu seras Oh. moins emmerdé. Tu seras moins emmerdé. Tu t'en Après, balèques. balèque. Non, mais ce sera jamais balèque. Mais vraiment, faisons l'effort au début et voilà. Et planifions tout ça. On vous rappelle très, très rapidement les étapes de la qualif qui sont... On commence par quoi? Quand on a une qualif, on commence par Il va quoi? se faire avoir. On commence par Ah. définir son besoin. C'est un URS. C'est brillant. Il est brillant. C'est brillant. Je suis bluffé là. Donc, Redis ce que c'est qu'un classiquement, URS. URS, c'est User Requirement Specification, Un cahier des charges. qui est en français dans le texte un cahier des charges de l'utilisateur ou CCU dans les BPF, donc une URS. Voilà, donc cahier Oui, des charges, on en a déjà d'ailleurs, parlé 1000 fois. Clap, parce qu'il nous demande quand devons-nous en rédiger un, si Tout le temps. tout le temps. Non, mais on a fait tout un live sur la partie qualif, donc tu vas regarder le live qualif, c'était les premières étapes. Il y avait qualif, FAT, jusqu'à la SAT, QC, je QI, crois, QO, voilà. FATSAT, QP, validation. Et maintenant, vous avez des beaux équipements. Alors, c'est bien. On a en fait, il y a plein de bouts. Alors là, pour le coup, vous le faites, on le voit en ce moment sur un projet Oui. qu'on suit de près, vous le faites en mode Lego. C'est-à-dire que les trucs, ils peuvent arriver sur un process qui a 10 étapes. L'étape 3, l'étape 2, l'étape 8, machin, tout arrive en fonction de ce que le fournisseur fait comme FATSAT, puis comme fabrication d'équipement. Donc là, de toute façon, tout ça est indépendant. Maintenant, il va falloir faire jouer l'orchestre ensemble. Vous avez plein Exact. d'instruments.
Il va falloir faire un truc parce que sinon le produit va pas sortir. Voilà, va falloir quand même confirmer que tout ça en même temps, ça fait une belle symphonie. On va parler donc de la validation du procédé. Voilà, L'introduction la plus longue de. On y est. on y est après. Non, on a aussi digressé un peu à droite à gauche. Bah oui, c'est le problème. On parle de validation, on a compris ce que c'était, hein, initiale du procédé. On parle de validation continue des procédés. Et on parle de validation lors des transferts aussi de produits. Donc en gros, la validation commence, mais quelque part ne s'arrête jamais, quoi. Ne s'arrête jamais. C'est ça qui est magique. C'est du plaisir infini. Un plaisir sans fin. Quand vous faites de la validation, du coup, vous avez plusieurs façons de faire. Quand on fait de la validation d'un nouveau produit, on valide tous les dosages. C'est marqué tel quel. Vous amusez pas à faire des trucs un peu alambiqués. Donc vous définissez une stratégie de validation. Vous avez la validation traditionnelle. Comme les premières pages du Kama Sutra. Bon, bah, hein, c'est toujours sympa, mais traditionnel. J'ai hâte de voir où tu vas avec cette métaphore. Aucune idée. Je fonce droit dans un mur à 200 à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans une validation traditionnelle? On prévoit à l'avance le nombre de lots qu'on va faire pour déterminer la validation. Et alors, c'est combien de lots, Christophe? Comme tu veux. Et alors, dans le chat, dites-nous, c'est combien de lots pour valider un procédé? Dites-nous un chiffre. Parce que la validation traditionnelle, les BPF commencent par, dans l'approche traditionnelle, un certain nombre de lots de produits finis sont fabriqués dans des conditions de routine pour confirmer la reproductibilité. Ça veut dire qu'il faut définir un nombre. On vous dit qu'il faut faire un nombre de lots. À combien de lots vous estimez que ça commence à devenir convaincant? Ah voilà. Est-ce qu'il y a un chiffre magique? C'est plutôt 1%. Non. C'est plutôt un nombre. C'est plutôt un nombre. Nana Gauthier dit 3. Merci Nana Gauthier, c'était le chiffre qu'on attendait. Est-ce que c'est forcément 3? Eh ben, c'est pas si évident. Ouais, c'est pas, ouais. Pas forcément 3. Si tu poses la question, C'est que ça dépend. Pas obligé. 69, nous dit Toniculaire. Inspiré par ta métaphore, j'imagine. Sans doute la métaphore. Alors, j'ai envie de dire, ça n'est pas une mauvaise réponse. Ah, c'est tu vrai. vois C'est-à-dire ça que pourrait. ça pourrait, si on en est à 69 lots de validation et qu'on a défini à l'avance de partir sur 69 lots, c'est qu'on a un niveau de confiance très, très, Oui. très limité sur le procédé. il y a peut-être passé des choses en qualif et on est peut-être passé un peu trop tôt en qualif. Voilà. Par contre, Nocutan dit dans mon ancienne vie, on faisait parfois 1, ça c'est non. Ça, c'est une bonne réponse c'est aussi. En fait, vous avez tous plus ou moins bon. Alors, 1 ne serait pas accepté, ça dépend dans quelles conditions. Si c'est une validation initiale d'un nouveau produit, non. Oui. Mais si c'est une validation d'un produit qui existe sur un site, qui est transféré d'une ligne A à une ligne B, sur un site qui connaît très bien le procédé, qui fabrique le produit depuis très longtemps, qui maîtrise le process et les équipements, qui maîtrise la formation de ses opérateurs, etc., au travers d'une belle analyse de risque, potentiellement validé avec un lot, ça peut ne pas être choquant. C'est ce que dit Alexandra Montluçon, du coup. Exactement. Une analyse de risque qui dit que tout va bien. Cependant, un lot, c'est quand même, faut être solide sur ses appuis. Un lot, c'est pas beaucoup, quoi. A contrario, et c'est ce que vous dit l'annexe, hein, c'est-à-dire qu'il vous faut un nombre de lots fini et le définir à l'avance. Faut que ce soit sur le principe de gestion des risques qualité pour établir ce qu'ils appellent la gamme normale de variation et de tendance. Et puis surtout, il va falloir quand même produire suffisamment de données. C'est pour ça que traditionnellement, ils vous disent quand même en prêt, quand vous commencez un produit, 3 c'est le minimum. Voilà, ils vous le disent quand même, quoi. Vous faites ce que vous voulez, mais au moins 3, quoi. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà, 3 c'est pas mal. Il y a Phil qui nous dit classique, oubliez les BPF, regardez les FDA, les GMP. Comme d'hab, évidemment. Non, mais en fait, encore une fois, le but, c'est pas de lire les BPF et puis de se dire, c'est d'essayer de décrypter un peu le truc. Pourquoi? Parce que comme on cherche à démontrer une reproductibilité, sur 3 lots, on peut se dire, si on n'en fait qu'un et qu'il est bon, ça peut être un gros coup de bol. Si on en fait 2 et qu'il y en a un bon et un pas bon, on ne sait pas quoi en faire. Et puis on s'est dit, si les 2 de suite sont bons, ça, voilà. 3, on se rend compte qu'il y a une vraie reproductibilité. Je veux dire, à 2, on est déjà plusieurs, mais à 3, on est une vraie équipe. Tu as dit un truc qu'on n'a pas encore abordé, c'est on parle de lots consécutifs. Ah oui, 3 lots consécutifs. C'est pas, tu fais 12 lots, dedans, 3 de bons, et les rôles, c'est validé, quoi. Non, ça marche pas, ça. Ah oui, j'en fais 10 de suite et je choisis les 3 qui m'arrangent. Et dis, vu que ces 3-là sont bons, c'est cool. Non, c'est reproductible sans erreur. Si vous avez un site, comme on le disait, qui ne connaît pas du tout un produit, qui se lance dans la fabrication d'un produit aseptique, j'en sais rien. Une usine qui se monte, on réindustrialise des produits en France, on est content, etc.
vous avez un site qui, du coup, comme une équipe de foot, genre parisienne, et qui n'est pas encore mature. Tu vois, t'as des bons joueurs, mais voilà, tu maîtrises pas tout le truc. Ils savent pas jouer ensemble. Ils savent pas trop jouer ensemble. T'as pas le mojo total, quoi. Et donc tu dis, bah, c'est un process, on connaît pas forcément, les technologies on les connaît, mais on n'est pas forcément des super experts. C'est un nouveau produit, il a telle ou telle particularité, j'en sais rien, moi, des chaînes du froid, des trucs comme ça, où il a des comportements X ou Y. Vous pouvez d'emblée vous dire que le produit, c'est un nouveau produit. Il n'a jamais été produit ailleurs, par exemple. Donc, vous avez des données on va dire, de développement, mais vous n'avez pas vraiment de données industrielles. Il n'y a rien qui vous empêche de dire on va faire plutôt 5, 6, 7 lots pour être sûr que ce soit bon. On peut. 5. Alors, on ira souvent sur un nombre impair, on se disait ça hier. Parce que bah, si c'est 4 et que c'est bon, bah, ça fait toujours 2 équipes de 2, je sais pas. Un nombre impair, ça paraît plus logique. Mais si par exemple, vous avez, ah bah, c'est ce que dit Phil exactement, c'est vous avez des données de développement avec un quality by design qui a été fait avec, selon les ICH Q8, aux petits oignons. Et là, une autre référence à un live qu'on a fait sur ICH Q8 avec Ori Downs et sur le quality by design. Vous pourriez vous dire que j'ai tellement bien designé mon produit, j'ai tellement de données de développement qui sont suffisantes que un lot, ça peut être suffisant pour quelque chose d'assez simple. Faut avoir un bon QBD quand même. Faut avoir un QBD en acier. Et là, il faut avoir un QBD Bordé de nouilles. bordé de nouilles. Sérieux. Mais tu sais, d'un autre côté, ça veut dire quoi, nombre de lots? Bah, Non, mais nombre de nombre de lots, lots, c'est quoi? Enfin, mais non, mais sur une ligne de prod, un nombre de lots, ça veut rien dire. T'as Comment des lots ça qui vont durer une journée, t'as des lots qui vont durer 3 semaines. alors ça, on te le dit marqué. Il faut que ce soit des lots représentatifs de la prod de routine. Et Oui, qu'est-ce que ça mais veut dire? justement, t'as un process de routine qui va durer 3 semaines. Tu fais 9 semaines de validation, Eh oui. alors qu'un lot va durer 1 heure. Sur un lot de conditionnement, par exemple, va durer 1 heure. Tu fais 3 heures de validation. Alors, Cette notion, et oui, même oui. d'un point de vue dans validation, c'est tous les process qu'on doit représenter, donc les SP humains, donc changement d'équipe aussi, enfin il y a tout ça qui doit rentrer dedans. Une ligne de prod, un équipement, il doit être stable dans le temps. Donc tu vois, moi cette notion de nombre de lots déjà sur le papier m'a toujours gêné. Ça veut rien dire un nombre de lots. Quand Ça- tu es producteur, un nombre de lots, ça veut rien dire. Enfin, ça Sachant veut tout que- rien dire. En théorie, ouais, non, c'est assez vrai. Mais en théorie, pareil, le conditionnement, il fait pas partie de l'annexe 15 comme un process qu'on doit valider. On qualifie des équipements de condi, mais en fait, on le valide jamais. Dans les faits, on le fait un peu de validation de Oui, conditionnement. oui. Et effectivement, tu as des lots qui peuvent être super variables. Donc, tu vas déterminer une taille de lot à peu près standard sur du condi. Mais si c'est sur de la fabrication, logiquement, tu es censé définir une taille de lot Mhm. dans ton dossier d'AMM. Et Mhm. c'est ce lot-là que tu vas, Oui. reproduire 2, 3, 5, 10, 12 fois en fonction de tout ça. Bref, si vous commencez et que vous vous lancez dans une stratégie de validation à un lot, soyez solide sur vos appuis. Précise aussi, c'est que quand vous faites 3 lots de validation, vous libérez pas le premier si les 2 autres sont pas analysés, conformes et prêts à être libérés. Exactement. C'est-à-dire que les lots, tant qu'on n'a pas à un moment donné quelqu'un, et c'est marqué dans les BPF, quelqu'un qui est responsable, qui statue sur l'état validé du process et de se dire là, c'est bon, j'ai fait mes 1, 3, 5, 12 lots. Je considère que c'est reproductible. Tous les lots que vous avez fabriqués pendant cette période-là, soit vous avez déjà décidé à l'avance qu'ils allaient être jetés à la poubelle, parce que le temps de faire le dépôt réglementaire, vous allez les foutre à la poubelle, ce qui est dommage, parce que vous avez le droit de les vendre, puisqu'ils ont été fabriqués selon un supposé process validé, que vous démontrez au bout de 3, 5, 12 lots, et ben tous ces lots-là, ils sont bloqués à la Libé tant que vous n'avez pas, tamponné le truc en disant paf, process validé. Oui. Et des fois, ça peut faire des sommes, des quantités de lots, des quantités de seringues de comprimés colossaux. Vous allez rédiger un protocole de validation. Vous allez dans ce protocole, et là, live aussi sur le QBD, on ne peut pas refaire 1000 ans dessus, où vous allez définir les attributs critiques qualité, les paramètres critiques de process. On en parle tout à l'heure de toute façon après, parce qu'on va mettre un peu ça en exemple. Et donc, vous faites vos 3 lots. Vos 3 lots consécutifs sont conformes selon les critères que vous êtes définis. Vous êtes content. Quelqu'un de responsable tamponne, dit que le process est validé. En avant Guingamp, on peut libérer les lots, on est content. Ça, c'est l'approche traditionnelle. Ça, c'est l'approche traditionnelle. Après, nous avons une deuxième approche qui est citée donc, dans l'annexe 5 qui s'appelle la vérification en continu du procédé.
Et donc là, on est plus dans ce qu'on disait tout à l'heure, l'approche QBD qui induit cette vérification-là. Est-ce que Flo, tu tentes un truc sur la vérification continue du procédé? Qu'est-ce que c'est ta définition à toi et je complète avec les BPF. Alors, vérification en continu du procédé, en fait, moi je vois ça un peu comme une validation qui se termine jamais. C'est-à-dire que, bon, en général, c'est pour des process un peu particuliers Mhm. sur lesquels on va constamment faire les prélèvements qu'on ferait en validation, en fait, euh, et qui permettent de s'assurer à chaque fois de la qualité du lot produit. Est-ce que j'ai bon? Ouais, oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tu as un contrôle. En fait, tu t'as tellement maîtrisé Ce que ton j'aime bien avec design. Christophe, c'est que tu peux dire des énormes conneries. Il va toujours. Non, Non, mais c'est un peu ça. Non, non, mais il y a un côté, voilà, enfin, c'est comme son nom l'indique, c'est vérification en continu du procédé. C'est-à-dire que je sais par mes données de développement et par mon quality by design que si je maîtrise mes entrants avec tous les paramètres, qu'il est entre temps et temps en dosage, blablabla, et que dans mon design space de mes équipements, je suis pour tel et tel paramètre entre X et Y, etc., à la fin, Je suis je bon. sais que mon produit sera conforme. Scientifiquement, j'ai une théorie scientifique qui me le démontre. Et donc, à partir de là, le fait de faire 3 lots de suite pour dire que ça va bien se passer, Hmm. bah, intellectuellement, ça sert plus à rien, en fait. Pour autant, on va pas dire, vu que c'est bon, vas-y roule Jean-Jacques. roule Jean-Jacques, marche aussi. Donc, on se dit, on va quand même mettre sous contrôle et en vérifiant en continu les procédés pour justement s'assurer qu'on est toujours dans le design space et qu'à la fin, tout va bien se passer. Ça, on peut l'associer avec un concept dont on a déjà parlé, que moi, j'ai jamais fait. Peut-être un jour dans ma vie, je ferai ça, qui est la libération paramétrique. Donc, on a fait une vérification, une validation traditionnelle, une vérification en continu du procédé, comme on a dit tout à l'heure. On a aussi l'approche hybride. C'est le normand, quoi. Tu vois, il est au milieu. Je sais pas trop s'il faut faire du traditionnel ou du hybride. Eh ben, il mêle un peu les deux, quoi. Il fait une petite touche de bleu, une petite touche de jaune, et puis ça fait du vert, quoi. Où tu dis que tu as une connaissance du produit et une compréhension du procédé qui est forte, issue de l'expérience de la fabrication et de données historiques des lots, parce que tu produis déjà le produit. C'est un peu comme je disais tout à l'heure dans le cadre des produits transférés, que tu le fais depuis 20 ans, tu connais le truc, tu connais toutes les petites trucs et astuces, tu le mets de la ligne 1 à la ligne 2, et ben, tu vas peut-être utiliser une approche hybride où finalement tu vas mixer de la validation avec un nombre de lots sur X ou Y produit ou X ou Y dosage, et entre les deux, tu vas faire un peu du suivi du procédé et tu vas faire une approche qu'on peut dire qu'on appelle matricielle ou de bracketing en anglais, Bracketing. où tu vas te dire, voilà, ce que je disais tout à l'heure, si tu as un nouveau produit, il y a le dosage 1 mg, 10 mg et 100 mg, nouveau produit, tout, tu vas forcément valider 3 fois ton 1, ton 10 et ton 100. Si par exemple tu le fabriques depuis des années et que tu dis, je sais que en gros, si mon 1 est bon, et que mon 100 est bon, le 10 sera bon entre les deux, tu peux faire un effort réduit sur le 10, par exemple. Tu feras 3 lots sur les extrêmes. bornes et puis un lot en Mm. intermédiaire pour vérifier, ce genre de choses. Donc, c'est des approches qui sont un petit peu entre les deux. Ça ne se fait que quand tu connais bien ton produit, tes équipements et tout ça. Oui, et puis si tu as des similitudes aussi, j'imagine, entre les process, c'est-à-dire, Oui, est-ce que même si c'est du 1, du 10, du 100, c'est quand même toujours du 3 ml que tu remplis? exactement. Bon, bah ça aide. Et là, quand vous le faites, petite astuce, et c'est pour ça que c'est une approche qui n'est pas évidente, c'est-à-dire que là, je vous l'ai dit de façon très basique, c'est comme tu dis, euh, le dosage, si on parle de ça, c'est pas le seul paramètre qu'il faudra prendre en compte. Si vous faites du remplissage, par exemple, si vous faites du remplissage, des fois, les concentrations sont pas les mêmes. Donc, le dosage n'est pas uniquement, comme tu disais, dépendant du volume de remplissage. Et des fois, remplir un tout petit volume dans un grand truc, Oh, c'est très très chiant en Mm. termes de capacité de procéder. Parce que ta variabilité, souvent, si les bornes, c'est 0,1 millilitre plus ou moins 10% de ça, des fois, c'est pas beaucoup. Donc, peut-être ça, ce sera worst case. Mais pour autant, peut-être que de l'autre côté, remplir un grand volume, même si le dosage n'est pas est pas une borne, c'est aussi moins emmerdant pour la capacité parce que tu remplis plus, donc c'est peut-être plus simple. Mais par exemple, tu peux générer d'autres défauts parce que comme tu remplis plus, la cinématique de remplissage doit être plus maîtrisée. Il peut y avoir des éclaboussures, des trucs. Tu peux perdre du produit dans. Donc, faut réfléchir un peu à comment je définis les bornes Mm. et faut l'expliquer avec la gestion de risque.
Mm. On en Oui. revient toujours à ça. Donc, c'est pas si évident que ça de faire une Oui. approche hybride. Et c'est pour ça aussi qu'il faut connaître son produit, parce que logiquement, quand on connaît son produit, on les définit un peu mieux, les bornes. Voilà. Oui. Et donc, du coup, la validation du conditionnement, elle n'est pas vraiment décrite. On dit plutôt qu'il faut valider le conditionnement primaire, qui, Oui. sur les produits stériles, serait le remplissage, ce qui paraît évident. Mais la validation du conditionnement, il n'y a rien du tout qui en parle dedans. C'est nul. Non. Donc voilà, évidemment, on vous parle aussi qu'il faut qualifier les utilités, valider les méthodes d'analyse, valider le nettoyage. Si vous voulez savoir comment faire une bonne validation de nettoyage, je fais référence au On a fait live un live là-dessus. qui s'appelle Validation du nettoyage ou sur les contaminations croisées qui est très bien documenté. Qu'est-ce qu'on avait prévu dans la partie 2? C'était en fait cas C'est toi qui concret. as le conducteur. Hein, C'est moi donc, qui est le conducteur. On avait dit, tiens, faire bosser Flo un peu parce que j'ai déjà Oh là. que trop parlé. Voilà. C'est qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on fait une validation? Qu'est-ce qu'on valide? Quels paramètres? Comment ça se passe en vrai dans un projet? Comme tu nous le disais, tu as participé à des projets comme ça. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement comment que ça se passe? Parce qu'on n'a pas 3 mois ou 6 mois. Et puis, est-ce qu'il y a des trucs et astuces ou les trucs à ne pas faire pour nos amis dans le chat qui voudraient se lancer demain dans une validation chez eux? Déjà, un truc à ne pas faire, ne vous lancez pas dans la validation. C'est ça. les conseils perso. Franchement, allez au PMU, prenez un pastis. Hein. Exact. Faites autre chose. Beaucoup plus agréable. Non, mais alors, bon, déjà, on l'a dit, l'important pour la validation, c'est de se poser les bonnes questions avant. De ne pas se lancer dedans un peu tête baissée, de partir d'un équipement qui est qualifié. C'est écrit dans les BPF, donc vous ne pouvez pas faire autrement. Et de vous demander, dans mon process, quelles sont les étapes critiques, quels sont les paramètres critiques. Tu as parlé des CQA tout à l'heure. Donc, définissez vos CQA. Une analyse de risque, c'est recommandé quand même pour justement évaluer les CQA, évaluer ce qui peut poser problème à un moment ou à un autre du process. Ouais, c'est même quasiment obligatoire. Hein. C'est Ouais. plus que recommandé maintenant. Si tu le fais pas, je vois pas comment tu t'en passes en fait. Mm. Comment tu fais le lien entre. Sinon, comment tu fais le lien entre j'ai mes équipements qualifiés, je connais mes attributs critiques qualité, mes CQA, je dois appliquer la gestion des risques et comment tu fais le lien jusqu'à ta stratégie de validation si t'as pas ça? C'est beaucoup plus C'est compliqué. plus compliqué quand même. Et c'est plus compliqué à présenter aussi. Donc faites une analyse de risque. Comment tu l'as fait l'analyse de risque, tiens? Sous quelle forme tu la conseillerais? Alors déjà, je conseillerais de le faire à plusieurs, un peu comme les URS. Oui. Ne faites pas ça tout seul. Non. Déjà parce que vous allez devenir fou, et ensuite parce que C'est le clair. résultat sera beaucoup moins pertinent que si vous le faites à plusieurs cerveaux et à plusieurs points de vue, c'est-à-dire des gens de services différents qui ont des contraintes et des perspectives différentes. Et ensuite, moi je trouve que le modèle de l'AMDEC marche assez bien. Donc AMDEC, Oui. c'est vous avez une matrice de cotation en fonction de la détectabilité, l'occurrence et la gravité. Vous avez un score sur chaque paramètre, vous multipliez les 3 scores, ça vous donne à la fin l'indice de criticité. Et plus il est haut, plus le risque que vous évaluez est important. Et donc vous allez mettre des actions de mitigation sur les risques qui sont le plus haut coté pour justement baisser ce niveau. Alors ça peut être un contrôle en plus, ça peut être validé justement. Je savais. Je savais qu'il allait dire ça. Bah oui. Pas de détectabilité pour une analyse de risque sur de la validation. C'est Mais vrai bah, en fait, non, mais on s'en fout un peu. C'est pas très très grave. C'est pas. Mais AMDEC a adapté. Voilà, c'est ça. L'AMDEC, elle a c'est bon ce que tu disais, Flo. Hein. Merci Christophe. Mais vraiment, c'était bien. Ça, je le dis à Je chaque pour- fois. je Mais pour- il a dit de la merde. Là. Il a dit de la merde. Non, c'était bien. Mais non, non parce que les AMDEC sont vraiment une analyse de risque qui sont faites pour analyser les modes de défaillance. C'est pour ça que ça Oui. s'appelle AMDEC. Analyse des modes de défaillance. MD, c'est les modes de défaillance. Et ce qui peut mal se passer. Et donc, ce qui peut mal se passer sur une AMDEC vide de ligne, par exemple, c'est où est-ce qu'on pourrait retrouver des éléments critiques parce qu'il y a un coin à conneries, comme on aime les appeler, le jargon technique, où il peut y avoir un truc qui va retomber dans le flux et qui va générer une compta croisée. Mais là où la philosophie de l'AMDEC elle est intéressante, c'est que là, dans la validation, tu cherches à définir justement les endroits où tu as une variabilité potentielle. Quel paramètre critique peut varier, puisque c'est ça qu'on cherche à démontrer. Donc, c'est pas vraiment un mode de défaillance, c'est qu'est-ce qui peut vraiment varier. Donc c'est à adapter, peut-être en enlevant la détectabilité, effectivement, parce que c'est pas vraiment un défaut qu'on cherche à maîtriser, c'est une variabilité d'un paramètre. Mais en tout cas, le fait de dire, ça peut varier, et je me fais une analyse de risque un peu comme l'AMDEC, ça fonctionne quand même, hein. Ça fonctionne bien. Puis à la fin, en face, tu as des risques.
tu dis, bah, ce truc-là, il varie à fond sur un paramètre qui est méga critique et qui touche mon attribut critique qualité de plein fouet. Et donc, une fois que vous avez fait votre analyse de risque, une fois que vous avez vos paramètres critiques, une fois que vous avez identifié ce qui pourrait poser problème, vous rédigez un protocole de validation dans lequel vous détaillez ce que vous allez faire, quel contrôle vous allez mettre en place et quels sont les résultats attendus. Protocole que vous déroulez, donc vous faites votre process, votre lot, avec les contrôles, en général c'est les contrôles libératoires plus des prélèvements supplémentaires à des endroits choisis parce que pouvant impacter des paramètres critiques. Vous compilez toutes vos données et vous faites un rapport qui va résumer votre exercice de validation. Donc qui va bien sûr lister les résultats obtenus, détailler éventuellement les écarts que vous auriez pu rencontrer et apporter une conclusion à votre exercice de validation, soit tout est conforme, le process est validé, youpi, on roule, soit ça s'est passé différemment de ce que vous aviez prévu, il va peut-être falloir faire une version B de la validation ou apporter quelques modifications. Qu'est-ce qui se passe si tu as ton troisième lot de validation que tu avais prévu d'en faire 3 et que ça se passe bien? Le troisième lot, il foire parce que un de tes contrôles additionnels que tu as fait, il n'est pas conforme. Écart, investigation, tu cherches la route cause. Et en fonction de la route cause, tu avises. Soit Ouais. tu te rends compte que vraiment l'écart est induit par ton process, et dans ce cas-là, c'est que ton process ne peut pas être validé en l'état, Mhm. donc tu changes ton process. Soit éventuellement, tu arrives à démontrer que c'est une cause extérieure qui a causé la non-conformité, et tu peux invalider le run. Ce que Ludo disait un peu sur le ton de la plaisanterie, mais dans certains cas, c'est possible. Et donc, Mm. tu vas faire un 4e run qui sera en fait ton 3e parce que celui que tu as fait en 3e est invalidé. Ouais, parce que c'était pas en rapport avec ta validation, ça peut C'est ça. exister. Question subsidiaire, vas-y, main sur le buzzer. Est-ce que quand tu as cette non-conformité, tu dois ouvrir une déviation qualité dans ton système qualité de routine? Je dis ça parce que c'est marqué à BPF. C'est marqué dans les BPF? Ouais. Ah, ok. Alors moi, Réfléchis, si c'est marqué dans les BPF, Non, mais non, justement, c'est un vrai piège. Ou pas, enfin. Ou pas. Alors instinctivement, je dirais que oui, mais si tu me poses la question, c'est que j'imagine que c'est non. C'est non, exactement. C'est pas obligatoire, tu peux le faire hein, largement, mais dans tous les cas, tout comme pour la qualif, en fait, ton système de déviation, c'est indiqué tel quel. Tu dois définir comment tu vas gérer tes déviations. Sous-entendu que c'est pas forcément ouvrir une dev de la même manière que dans ton système. Parce qu'il y a Effectivement, des ça, c'est- déviations de qualification, tu as des changes de qualification qui sont pas un change control que tu vas refaire par-dessus ton change projet. Enfin, t'imagines le délire. Le système qualité de routine, logiquement, il commence après la validation, quoi. Puisque du coup, on se dit, notamment, un des problèmes quand tu fais une déviation de routine, c'est est-ce que j'ai un impact sur mon statut validé? Si tu es en plein milieu de ta validation, c'est eh ben là, compliqué. tu tombes dans une espèce de Oui. tournis démentiel, et puis c'est le. Tu vois, c'est Exactement. terrifiant, quoi. Imaginons, j'ai un process où je fais un lot par an. Oui. Comment je le valide? Est-ce que j'attends 3 ans et donc mon premier lot, il est poubelle parce que de toute façon, il est périmé? Eh ben, alors ça, c'est un truc qui est toujours compliqué. C'est alors sur une validation initiale, si tu peux te permettre de jeter les lots parce qu'il n'est pas trop cher et compagnie, tu vas le faire pour le coup. Même si tu sais que tu pourras vendre que un tiers de ta truc, mais sinon tu fais comme le dit Phil, de la validation concurrente, où finalement tu te dis bah, à un moment donné mon produit je vais pas en fabriquer juste pour le foutre à la poubelle et je fais que un lot par an, et ben tu fais de la validation concurrente et finalement tu t'arrêtes quasiment jamais de valider parce que tu pourrais te dire au bout de 3 ans j'ai validé, mais en fait on va tomber au bout de 3 ans dans les revalidations, requalifications, les ouais. revalidations périodiques, parce que c'est essentiellement des jalons de 3, 5 ans, 2 ans, machin. Et donc, du coup, tu peux te retrouver à finalement ne jamais avoir jamais fini de valider. Et tu auras que des lots qui seront un peu sous contrôle plus au travers d'une validation. Voilà. Donc, tu ferais comme ça. Tu ferais comme ça. Et la validation concurrente, elle est décrite d'ailleurs dans l'annexe 15, je crois. Elle est décrite dans l'annexe 15, tout à fait. Je ne sais plus exactement, je ne l'ai pas copié-collé. Donc, je ne saurais pas te le redire exactement, mais oui, de toute façon, ça fait partie. Et puis, ça fait partie de ton analyse de risque aussi, de toute façon. Parce que quelque part, tu as un produit ultra cher que tu fais qu'une fois par an ou tous les 2 ans. Bah, tu vas pas dire j'attends 6 ans le truc que je vais faire pour libérer l'autre. Ça ne marche pas. Enfin, dire,
Bon sens paysan, ça ne Tu vas marche pas pas. être motivé pour refaire des change control dessus, quoi. Voilà. Impact validation. Non, 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 ça, non. ça se passe bien. Ah, que Mineur. changer la machine? Non, non, ça va. Mineur. Changer la matière? Ah, on s'en fout. Mineur. Bon, au balai. On a coché la case. Il y a un truc que je ne peux pas finir sans parler de ça. La revalidation, ou en tout cas les revues de validation, ou ce qu'on appelle le maintien du statut validé. Parce que comme on l'a dit depuis le début, tout le long de la cycle de vie du produit et du process et blabla, vous devez maîtriser votre validation, ce qui fait qu'il va falloir maintenir ce statut validé. C'est comme une sorte de gainage. Tu vois, tu as fait ta calisthénie, tu as perdu ton ventre à bière, tu es bien, et après, il faut maintenir le point de forme. Et ben c'est pareil. La validation, il faut maintenir. C'est presque le plus dur. Ben oui, c'est ça. Hein. Après le régime, il faut maintenir le statut validé. Et donc, il y a des services entiers qui existent qui vont devoir maîtriser ce statut validé, notamment au travers d'un truc qui, moi, est encore pour moi une vue de l'esprit, qui est ce qu'on appelle les revues de validation. Les revues de validation sont censées être, et là je veux bien l'avis du chat ou des gens qui ont vraiment, voilà, donc CPV. Alors, CPV c'est autre chose, moi je pense. Pour moi, Continuous Process Verification, c'est autre chose, c'est-à-dire que tu fais par exemple des capacités de remplissage tout au long de ta production pour être sûr que tu maîtrises ce paramètre-là. Le maintien du statut validé, ça peut passer au travers d'évaluations que tu fais, ça c'est marqué dans la BPF, il faut évaluer. On ne vous dit pas de revalider tout le temps, on vous dit évaluer. C'est comme pour la qualification, et tu te dis à un moment donné, je vais faire une revue, je vais regarder un petit peu d'un angle un peu différent ce qui s'est passé sur les 3 dernières années de mon process, et notamment un truc, et là je veux bien votre avis, où on va définir s'il n'y a pas un impact cumulatif sur l'ensemble des change control qui ont eu lieu sur le procédé depuis les 3 dernières années. Eh ben, de façon empirique, je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire que si on a un change control majeur, parce qu'on change un équipement, oui, il y a un impact sur l'état validé, forcément. Donc, on va refaire une validation. On ne se pose pas la question. S'il y a eu 5 change control mineurs sur ce même procédé, qui du coup sont mineurs, et qu'on a évalué chacun qui n'avait pas d'impact sur la validation, comment, dans ma petite tête, moi, de quelqu'un de pas très très évolué, je suis capable de dire oui, mais en fait, les 5 là en même temps, ça va avoir un impact, donc il faut revalider. Je suis incapable de savoir comment faire ça. Pour autant, j'ai vu tellement de procédures qui disent ouais, il faut faire une évaluation de l'impact cumulatif des change control. J'ai jamais eu quelqu'un qui a dit à la fin bon, on revalide parce que change control en effet cumulatif, c'est pas bon. Je ne sais pas comment on fait. À quel moment un impact cumulé de change control, c'est quelque chose qui est paramétrable, qui est intellectuellement compréhensible par un être humain un peu teubé comme moi. Voilà, je vous le demande, je ne sais pas.